Salam alaikum. Alors on continue toujours dans le cours sur la corde vibrante. La fois passée, on a fait l'étude des modes de vibration d'une corde plombée. Alors aujourd'hui, on va traiter le cas d'une corde continue pour trouver ces modes de vibration. Alors pour cela, on va voir le cas d'une corde, toujours une corde limitée. C'est-à-dire elle s'étend de x égale à 0 vers x égale à L. Voilà. Avec bien sûr dans ce cas les deux extrémités sont fixes. Bien sûr la corde elle est soumise à une tension T0 avec une masse linéique mu. Voilà. Et voilà, on veut étudier les modes propres de vibration libre, c'est-à-dire sans frottement. Alors la corde n'est ni soumise à une force frottement, ni soumise à une force extérieure. Alors les mouvements transversaux suivant Y, voilà, de la corde. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors on rappelle l'équation d'onde d'une corde continue à une dimension. Alors c'est la dérivée deuxième de yx de t. Alors rappelons que y c'est le déplacement d'un point d'une particule de la corde située en x dans le temps, sa dérivée par rapport au temps deux fois, égale à t0 sur mu, la dérivée deuxième de y par rapport à x. Alors rappelons que t0 sur mu c'est la vitesse de propagation. Alors par exemple pour le cas à une dimension pour une seule corde, c'est l'appeler la vitesse de phase. Voilà la vitesse de phase qui est égale à racine carrée de t0 sur mu. Voilà. Alors la corde continue étant un système d'un nombre infini de degrés de liberté. Voilà. C'est une corde continue. On peut la considérer comme constituée de points très très proches les unes par rapport aux autres. Alors chaque point a un degré de liberté. Puisqu'on a un nombre infini de masses qui constituent la corde, et bien on aura un nombre infini de modes de vibration. Rappelez-vous la fois passée, pour une corde de 5 masses, on avait 5 modes de vibration. Alors, comme dans le cas d'une corde plombée, chaque partie infinitésimale dm, voilà, de la corde continue, bien sûr, oscillera dans un mode de vibration. Alors rappelez-vous la fois passée, c'était quoi un mode de vibration? Eh bien c'est le cas où toutes les masses oscillent de manière harmonique simple, avec la même pulsation, mais avec des amplitudes qui dépendent de la position X sur la corde de la masse, tel que, voilà, on peut écrire le déplacement d'un point en X dans le temps comme le produit de deux fonctions, une qui dépend de l'espace, l'autre qui dépend du temps. Alors pourquoi cette supposition? Eh bien c'est cette solution proposée, qu'on va proposer, répond à un fait expérimental dans ce type de mouvement, à savoir l'existence de nœuds. Alors c'est quoi un nœud? C'est un déplacement nul, voilà, quel que soit le temps. C'est-à-dire qu'il existe, dans le fait expérimental, il existe des positions fixes telles que AX égale à 0, ce qui donne Y de X de T égale à 0. C'est-à-dire on peut trouver des points X qui peuvent annuler AX indépendamment de cosinus oméga T plus phi. Alors, c'est contrairement à une onde progressive où le x et le temps sont dans un même argument. Alors on peut choisir des points x des nœuds, mais qui ne peuvent pas annuler le cosinus. Voilà, c'est un fait expérimental. Alors pour cela, je vais vous montrer une vidéo qui vous montre, voilà, une expérience d'une corde qui est fixe. Alors bien sûr, il ne faut pas prendre cela comme une corde libre parce qu'il y a un moteur qui va agiter cette extrémité, mais
vous pouvez voir que dans l'expérience des cordes, on peut voir le phénomène suivant. Voilà. Voilà. Alors vous pouvez voir que ça bouge. Voilà. C'est ce qu'on appelle un mode de vibration. On passe à un deuxième mode de vibration. Voilà. On passe à un troisième mode de vibration. Voilà. On peut aussi aller vers le mode de vibration quatrième suivant. Et vous pouvez voir qu'il y a des positions ou des endroits où les masses de la corde ont des amplitudes plus ou moins grandes et des positions où on a un déplacement nul. Alors c'est un fait expérimental qui nous fait inspirer, voilà, qui nous fait inspirer de poser cette fonction y de x de t de cette forme, un produit d'une fonction spatiale et une fonction temporelle. Voilà. Alors cette solution est écrite sous la forme d'un produit, voilà, d'une fonction qui ne dépend que du temps et d'une fonction qui ne dépend que de l'espace. Voilà, alors on va voir d'une manière générale qu'on peut écrire y de x de t sous forme de produit de deux fonctions, l'une dépendant de l'espace, l'autre dépendant du temps, voilà, et on va refaire le calcul pour trouver la forme générale du déplacement dans le cas d'une corde limitée et dans un mouvement libre, voilà. Alors on va proposer cette solution, on va la remplacer dans l'équation d'onde. Voilà, la dérivée deuxième de y par rapport au temps 2 fois égale à la vitesse au carré fois la dérivée deuxième par rapport à x de la fonction y de x. Voilà. Alors, vous voyez que dans ce côté-là, f de x n'est pas concerné par la dérivée par rapport au temps. Dans ce côté-là, g de t n'est pas concerné par la dérivée par rapport à x. Voilà, c'est pour ça on va sortir f de x de ce côté-là. On va sortir g de t de ce côté-là. Et on passe à la dérivée d, puisque on a affaire à une fonction à une seule variable. Voilà. De ce côté-là, de ce côté-là. Alors on divise par les deux membres, f de x de ce côté, f de x g de t, de ce côté, f de x g de t saute avec le g de t, le f saute avec le f, et on aura finalement 1 sur g de t, la dérivée deuxième de g de t par rapport au temps, égale v phi au carré, 1 sur f de x, la dérivée deuxième de f de x dx. Alors, quel que soit t et x, ce sont deux variables indépendantes. Voilà. Alors, c'est une égalité de deux membres, l'un dépendant du temps, l'autre dépendant de x. Voilà. Vous avez le temps de ce côté-là, vous avez l'espace de ce côté-là. Bien sûr, v de t, vf, c'est une constante. Alors, deux variables indépendantes x et de t. X peut prendre une valeur réelle indépendamment de ce que peut prendre la variable t. C'est ça la définition de deux variables indépendantes. Alors tout cela, et on doit toujours avoir les deux membres égaux. Voilà. Il faut remarquer ici que quel que soit t, quel que soit x, c'est-à-dire quelqu'un va me donner une valeur de t, un autre va me donner une valeur de x, et à chaque fois qu'on donne ces deux valeurs, on doit avoir cette égalité. Et bien, cela n'est possible que si les deux membres sont constants. Voilà, c'est la seule possibilité pour que ces deux fonctions, l'une dépendante du temps, l'autre dépendant de l'espace, avec x et dt sont des variables indépendantes, et bien la seule possibilité que cela soit vrai, c'est que les deux côtés, ou les deux membres soient égaux à une constante a qui appartient aux valeurs réelles, à R. Voilà. Alors, prenons le membre spatial, puisqu'on a ces deux égalités.
on va commencer par le côté spatial. On va prendre, voilà, v de f, v de phi au carré n sur f de x, la dérivée deuxième de f de x par rapport à x égale à a. Alors, après manipulation, on aura cette équation différentielle du second ordre. Voilà. La solution de cette équation différentielle classique dépend de a. Voilà. Alors, v phi, on sait bien que au carré, c'est quelque chose de positif. Mais, quelle serait la valeur de a? Alors, a peut être positif, peut être nul, comme elle peut être négatif. Alors, commençons par le cas où a, cette constante, est nulle. Alors, dans ce cas, on aura la dérivée deuxième de f de x qui est égale à 0. Voilà. Alors, pour cela, la solution, elle est toute simple. F de x égale à ax plus b. Voilà. Alors, avec a et b sont des constantes. Alors, est-ce que cette fonction, c'est-à-dire mathématiquement, c'est une solution, mais d'un point de vue physique, est-ce que cela correspond à une situation physique? Alors, vous pouvez lire ici, d'un point de vue physique, cette solution ne reflète pas la réalité constatée dans un laboratoire où l'on a fait une expérience de la corde. Et je vous ai montré déjà une expérience de la corde vibrante. Et alors, pourquoi cette solution ne correspond pas à une réalité physique? C'est parce que la solution suggère plutôt que l'amplitude de mouvement de la corde augmente indéfiniment suivant x. Alors, on va supposer que la corde commence à x égale à 0. Alors, en allant vers les x positifs, eh bien, l'amplitude, le déplacement f de x de la fonction de l'espace augmente continuellement, voilà, vers des valeurs plus grandes. Alors, ce qui nécessiterait une énergie infinie pour exécuter ce mouvement. C'est-à-dire, sur l'expérience qu'on a vue précédemment, les cordes, les déplacements de la corde ne répondent pas à cette forme de fonction spatiale. Voilà. Ce qui nécessiterait une énergie infinie pour exécuter ce mouvement. Et on a vu que la forme de la corde était plutôt sinusoïdale, bornée, voilà. Surtout pour les parties lointaines de la corde x qui tend vers l'infini. Voilà. Alors c'est pour cela qu'on va écarter cette solution mathématique à x plus b. Voilà. Alors, maintenant, pour le cas où a est supérieur à 0, alors il est utile d'écrire a égale à b au carré pour s'assurer que le a est supérieur à 0, parce que le carré d'un nombre est toujours positif. Alors, la dérivée deuxième de f par rapport à x égale à b au carré v de f au carré f de x. Alors, on va remplacer pour ne pas traîner ce rapport-là. On va faire un changement de notation, k égale à b sur v phi plutôt. Et on aura la solution avec k au carré, c'est quelque chose de positif. Alors là, les mathématiques nous disent que c'est une solution qui peut s'écrire sous cette forme: a exponentielle kx plus b exponentielle moins kx, avec a et b appartenant à R, et k, c'est un nombre réel positif. Voilà. Alors, le premier terme de la solution AKX suggère que le mouvement transversal croît de manière monotone. Alors, c'est exponentiel. C'est comme le cas où on a AX plus B, mais c'est plus prononcé parce que ça augmente en exponentiel et non pas en polynôme x linéaire. Que le mouvement transversal croît de manière monotone, c'est le même argument précédent, exponentiellement en fonction de la distance de la masse par rapport à l'origine, ce qui nécessiterait une énergie infinie pour exécuter ce mouvement, surtout pour x qui tend vers l'infini. Alors on doit écarter cette solution à kx.
Voilà. Alors pour le terme b exponentielle moins kx, quant à lui, suggère une diminution du déplacement, surtout si on a x positif, moins kx, déplacement transversal du mouvement quand x tend vers l'infini, que l'on peut attribuer à un effet d'amortissement. C'est-à-dire une diminution de l'amplitude ne peut avoir source que si, par exemple, on a un effet d'amortissement, mais le mouvement, on n'a pas proposé, on n'a pas dit que la corde était amortie. C'est pour ça qu'on va écarter aussi ce terme-là, cette solution. Et bien pour le cas A supérieur à 0, la solution mathématique est écartée dans sa totalité. Venons maintenant au cas où A est inférieur à 0. Alors il est utile d'écrire A égale à moins B au carré pour s'assurer que A soit négatif, parce que moins avec un nombre positif B au carré, avec B appartenant à R. Maintenant l'équation différentielle s'écrit sous cette forme, voilà, avec un changement de notation K égale à B sur V phi. Et bien, cette équation différentielle a la solution que vous connaissez bien. B cosinus Kx plus, plutôt A cosinus Kx plus B cosinus Kx, ou encore dans une forme plus condensée, B cosinus Kx plus θ. Avec B et θ sont des constantes, voilà, à définir par les conditions, appartenant à R bien sûr, et le K, c'est un nombre réel positif. Alors, c'est une solution bornée. Voilà. C'est une solution bornée qui a une certaine limite dans l'espace, parce que le cosinus ne peut pas dépasser la valeur de moins 1 et 1, qui répond bien à la situation physique d'un mouvement transversal limité dans l'espace. C'est ce que vous venez de voir sur la vidéo. C'est que sur toute la corde, on avait des amplitudes finies, c'est-à-dire avec des valeurs bornées. C'est pour ça que cette fonction répond bien à la situation physique du laboratoire. Alors, pour résumer, l'équation a trois solutions. On a écarté deux solutions parce que ça ne reflète pas la réalité physique et on a retenu le troisième cas, c'était pour A inférieur à 0. Pour ça, on doit adopter cette forme de la fonction de l'espace. B cosinus Kx plus θ. Voilà. Alors, revenons à l'égalité, puisque le A aujourd'hui est négatif. Et bien, on avait déjà le terme qui dépend du temps 1 sur g de t, la dérivée deuxième de g de t dt au carré, avec a égale à bien sûr moins b au carré moins k au carré. Alors après on va voir le sens physique. Pour l'instant, concentrez-vous sur le traitement mathématique de la chose. Alors c'est la dérivée 1 sur g, la dérivée deuxième de g de t dt au carré qui est égale à moins k au carré v phi au carré. C'est ce que j'écris ici. Alors après réarrangement, on aura cette équation différentielle du second ordre homogène, bien sûr à coefficient constant. En prenant de manière délibérée, voilà, je vais faire un changement de notation, mais je vais quand même prendre le oméga. Voilà. Alors on aura la dérivée deuxième de g de t par rapport au temps plus oméga au carré g de t égale à 0. Bien sûr, avec oméga au carré, c'est quelque chose de positif. Et bien, la solution, elle est connue. C'est g de t égale à c cosinus oméga t plus phi, avec b et phi appartenant à r, alors que oméga, c'est un nombre réel positif. Alors, si on multiplie f de x par g de t, voilà, on vient de voir que f de x égale à b cosinus kx plus θ, et g de t égale à c cosinus oméga t plus phi. Alors, bien sûr, le b fois c, le c de g de t et le b de f de x vont s'absorber
dans une seule constante a, qu'on mettra a, et bien on aura a y de x de t, qui est le produit de deux fonctions, est égal à a cosinus kx plus θ fois cosinus oméga t plus phi. Bien sûr avec une relation entre le k et le oméga qui s'écrit sous cette forme k au carré v phi au carré. Bien sûr, ayant vu le cours des cordes vibrantes, vous reconnaissez ici la relation de dispersion. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Alors, voilà, on reconnaît ici une relation de dispersion de la corde. Voilà, oméga au carré égale à v phi au carré, k au carré. Avec oméga, c'est quoi? C'est la pulsation d'oscillation des cordes de haut en bas. Avec 2pi sur t, voilà, oméga avec t, c'est la période. Voilà, c'est le temps que met une particule pour aller d'un point vers un point symétrique et revenir au même point. K égale à 2pi sur lambda, c'est ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Avec lambda, c'est la longueur d'onde. Voilà. V phi, c'est la vitesse, bien sûr, de phase et de propagation. Voilà. Alors, la corde continue est un milieu non dispersif, car toutes les longueurs d'onde se propagent sur la corde à la même vitesse. Voilà, c'est un résultat qu'on a vu déjà la fois passée. C'est que la vitesse de phase est égale à oméga sur k, elle est égale à la vitesse de propagation, qui est égale à racine carrée de t0 sur mu, parce qu'il y a une relation linéaire entre oméga et k à travers une constante. C'est-à-dire toutes les longueurs d'onde, les ondes de longueur d'onde différentes vont se propager sur la corde avec la même vitesse. Pour ça, on dit que c'est un milieu non dispersif, à comparer avec la vitesse de propagation d'une onde sur une corde plombée, milieu dispersif qui était oméga sur k, et on avait la relation qui relie le oméga à k, voilà, c'est ça, divisé par k, et on voit bien que v phi, bien sûr, elle dépend des caractéristiques du milieu, c'est-à-dire T0, la tension, M, la masse du plomb, A, la distance entre deux plombs voisins. Le K, c'est le nombre d'ondes. Et bien, la vitesse ici, elle dépend et des propriétés de la corde et des propriétés de l'onde. C'est pour ça on dit que c'est un milieu dispersif. Voilà, c'est très important. Alors maintenant, on va appliquer les conditions aux limites. Alors, avant de faire ça, les solutions qu'on a trouvées ici ne dépendent pas des conditions aux limites. Elles sont générales. Elles ont lieu d'exister parce que le milieu est limité. Alors, il faut faire attention. C'est pas parce que la corde est fixée par ces deux extrémités. Alors maintenant, on va appliquer un cas de condition aux limites. C'est le cas où la corde elle est fixée des deux extrémités. C'est-à-dire le déplacement en x égale à 0 est tout le temps nul. Le déplacement à yl de t égale à 0, il est tout le temps nul, quel que soit t. Voilà. Pour ça, je vais vous montrer. Alors, voilà. Y de L de T, il est tout le temps nul. X égale à 0, Y de X égale à 0, il est tout le temps nul. Mais on peut prendre d'autres situations de conditions aux limites. Voilà, c'est pas... Voilà. Alors, dans ce cas-là, en remplaçant x par 0 dans la solution ci-dessus, on obtient, voilà, on remplace x par 0 à cosinus, voilà, c'est dans cette, on va remplacer ici, voilà, x par 0. On aura a cosinus k0 plus θ cosinus oméga t plus phi
phi égale à A, cosinus θ, cosinus oméga t plus phi égale à 0. Voilà. Puisque cette fonction, elle est vraie pour n'importe quel t, alors il est possible de trouver une valeur de t telle que ce cosinus ne soit pas égal à 0. Et bien c'est le cosinus θ qui doit être égal à 0. Bien sûr, A doit être différent de 0, sinon il n'y aura pas de mouvement. A cosinus θ égale à 0 et je vais prendre θ égale à moins pi sur 2. Et vous allez voir pourquoi j'ai choisi, on pouvait choisir θ égale à pi sur 2, 3 pi sur 2, voilà. Mais moi j'ai choisi θ égale à moins pi sur 2, voilà. Parce que pour θ égale à moins pi sur 2, le cosinus θ égale à 0. Alors d'autre part, en remplaçant x par L dans la solution ci-dessus, on obtient y de L de t. Voilà, on remplace bien sûr le θ par moins pi sur 2 et le x par L. Bien sûr, cosinus oméga t plus phi égale à A. Voilà, cosinus KL moins pi sur 2, et bien c'est sinus KL. Si j'avais choisi le θ égale à pi sur 2, j'aurais un signe moins. Voilà, je voulais avoir un signe plus. C'est pour ça, c'est-à-dire pour dire quoi, j'ai choisi le moins pi sur 2. A sinus KL cosinus oméga t plus phi égale à 0. Alors pour un t quelconque, il est possible de trouver une valeur de t telle que le cosinus soit différent de 0. Ce qui fait que A sinus KL égale à 0. Bien sûr, le A doit être différent de 0. On aura finalement sinus KL égale à 0. Alors rappelez-vous que le K c'est le nombre d'ondes, le L c'est la longueur de la corde. Alors pour cela, puisque sinus KL égale à 0, et bien KL peut prendre des valeurs npi avec n égale à 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, jusqu'à ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Voilà. Alors, les valeurs du nombre d'ondes sont, voilà, de cette équation KL égale à NP, puisque K a plusieurs nombres, et bien on va faire donner un indice à K qui dépend de N. Voilà, c'est pour ça on aura Kn égale à Np sur L, N égale à 0. La corde étant limitée dans l'espace, fait que le nombre d'ondes K ne peut prendre que des valeurs discrètes, mais infini. Voilà. Alors Kn, ça représente, voilà, les solutions de cette équation. Les solutions. Voilà, les solutions de cette équation. C'est-à-dire, a priori, on pouvait croire que K peut prendre des valeurs de 0 à plus l'infini d'une manière continue. Ce sont les solutions de y de l'équation du mouvement, c'est-à-dire la solution y, x de t. Vous pouvez croire que x peut prendre des valeurs continues de 0 à l'infini, c'est les solutions infinies. Mais en appliquant les conditions aux limites, c'est-à-dire le cas d'un système mécanique fermé, fait que les valeurs de K ne peuvent prendre que des valeurs discrètes, mais bien sûr infinies. Ce sont là les solutions de l'équation de mouvement. Alors, comparé avec le cas d'une corde plombée où K avait aussi des valeurs discrètes, mais finies, parce qu'on avait un nombre infini de masse, voilà, n, où n est le nombre de masses sur la corde. Bien sûr, c'est le nombre de degrés de liberté, puisque le mouvement se fait selon une seule direction. Alors, la corde continue à un nombre infini de modes de vibration. C'est ce qu'on appelle les solutions de l'équation de mouvement. Chacun correspond à une valeur Kn. Voilà. C'est ce qu'on appelle les solutions de l'équation de mouvement y de x de t. On les appelle modes de vibration. Voilà. Chaque mode de vibration correspond à une valeur de Kn. Voilà. Ce sont là les solutions. Alors ce sont les modes de vibration. Voilà.
c'est une solution d'un point de vue mathématique, c'est un mode de vibration d'un point de vue physique. Vous voyez que pour un mode de vibration, on aura toutes les masses de la corde qui oscillent à la même pulsation oméga, mais avec des amplitudes qui dépendent de la position de la masse sur la corde. Voilà. Alors 1 égale à 0 correspond au cas d'une corde à l'équilibre. Voilà, pour 1 égale à 0. Les valeurs négatives de n donnent les mêmes résultats que celles positives. Voilà, c'est pour ça qu'on va commencer notre étude par le plus 1, plus 2 jusqu'à l'infini. Ce sont là les modes de vibration de la corde. Voilà. Alors, on commence par le mode 1. Alors, le mode 1, c'est quoi? On va remplacer n ici par 1. On aura K1 égale à pi sur L. Voilà. C'est la première solution mathématique. Voilà. Bien sûr, lambda 1 égale à 2pi sur K égale à, si on divise par K1, voilà, on aura 2L. Voilà. C'est pour ça, le déplacement transversal de la corde dans ce mode fondamental, le premier mode est appelé mode fondamental, A1, alors Y1 c'est la première solution de l'équation, c'est la solution mathématique, elle correspond au premier mode de vibration de la corde, voilà. A1, alors c'est une constante A1 puisqu'on est dans le mode 1. Sinus, on remplace K par K1, voilà. Cosinus oméga 1, parce que ça, pour chaque mode de vibration, il y a une pulsation spécifique, oméga t, plus phi 1, bien sûr, puisqu'on est dans c'est une phase pour le mode 1. Alors, en remplaçant K1 par pi sur L, on aura A1 sinus pi sur L x cosinus oméga t plus phi 1. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que toute particule en X a un mouvement sinusoïdal simple dans l'espace, plutôt dans le temps, c'est cosinus oméga t plus phi, c'est une harmonique simple, mais avec une amplitude qui dépend de sa position. Voilà, de sa position. Et vous voyez ici là, la configuration de la corde dans un mouvement, dans un mode, dans le premier mode de vibration. Alors comment j'ai tracé? C'est comme si on a pris une photo de la corde dans son mouvement. Voilà. Alors on va tracer là la fonction A1 sinus pi sur L x de x égale à 0 vers x égale à L. Voilà. Alors, la fonction sinus pi sur L x a une période de L. Voilà. De L, puisque je dois mettre 2pi. Alors, je multiplie par 2 ici, je divise par 2 ici. C'est qu'on a la période de L. C'est pour ça, la fonction sinus s'étend au-delà de L. Mais puisqu'on est intéressé juste par x égale à L vers x égale à 0 vers x égale à L, on aura juste la première partie de la période, la moitié de la période, voilà, avec toutes les masses qui oscillent en phase. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis ces flèches pour vous dire que toutes les masses oscillent en phase. C'est-à-dire toutes les masses vont aussi de haut en bas, voilà, dans cette direction, puis elles reviennent sur leur chemin pour aller jusqu'à cette limite. Vous voyez que les masses, toutes les masses n'ont pas la même amplitude. Alors, l'amplitude maximale A1 est atteinte pour la particule qui est située en x égale à L sur 2. Voilà. Alors bien sûr, on appelle cette forme-là fuseau, puisque tellement le mouvement est rapide qu'on va voir cette forme-là. Voilà, c'est ce qu'on appelle un fuseau. Bien sûr, toutes les masses vont aussi avec la même pulsation oméga 1 égale à racine carrée, rappelez-vous que c'était K fois, voilà,
c'est la relation de dispersion. Voilà. C'est oméga. Oméga égale à V fois K avec V phi égale à racine carrée de T0 sur mu. Alors pour ce cas-là, on a le K égale à pi sur L et la vitesse égale à racine carrée de T0 mu. Pour ça, toutes les masses vont aussi à cette pulsation oméga 1 fondamentale. Voilà. Voilà, c'est pour ça oméga 1. Les particules de la corde aussi en phase à la même pulsation. Avec oméga égale à V phi K1 égale à V phi pi sur L. Voilà, c'est égal à cette formule-là. Avec des amplitudes, bien sûr, A1 sinus pi sur Lx. Chaque masse a une certaine amplitude. Avec un maximum A1 en x égale à L sur 2. Voilà. Alors, je vais vous montrer une forme je vais vous montrer, voilà. Alors, ça va être voilà, voilà. Vous pouvez voir, c'est quoi un mode de vibration. Voilà. C'est le premier mode de vibration. C'est un fuseau. Alors, toutes les masses aussi en phase avec la même pulsation. Voilà, oméga 1. Alors, juste pour vous dire que c'est un mouvement libre. C'est-à-dire, il n'y a pas de force. C'est-à-dire, un moteur à l'une des extrémités de la corde. C'est un mouvement libre. Voilà, c'est le cas du premier mode de vibration. Voilà. Voilà. On revient à notre... Voilà. Alors, maintenant, pour le deuxième mode de vibration, voilà, on va prendre n égale à 2. Allez, ben, K2 égale à 2pi sur L. Lambda 2, bien sûr, elle est égale à L, cette fois-ci. Le déplacement de la corde dans le mode 2 est donné par, eh ben, c'est le mode 2, c'est l'indice 2. A2, c'est parce qu'on est dans le mode 2. Sinus K2, cosinus oméga 2t plus phi 2, phi 2. C'est une autre solution de l'équation du mouvement. Et aussi, c'est un mode de vibration. Voilà. Toutes les masses aussi, de manière sinusoïdale simple, à la même pulsation oméga 2, bien sûr, mais avec des amplitudes qui diffèrent en fonction de x, bien sûr, avec un certain déphasage. C'est pour ça, en remplaçant K2 ici, on aura 2pi Lx. Voilà. Et ben, pour trouver, on va figer le temps, c'est-à-dire on va voir juste la forme de la fonction spatiale et on aura cette forme-là. Voilà, cette forme-là. Là, puisqu'on a trouvé, c'est la longueur d'onde complète, puisqu'on a trouvé lambda 2 égale à L. Voilà. Et on aura une partie de la corde, voilà, qui est en phase, c'est-à-dire cette partie de x égale à 0 vers x égale à L2 vont aussi en phase, alors que la partie de x égale à L sur 2 à x égale à L, elles sont en phase, mais en opposition de phase avec cette partie-là. Alors, vous voyez ici la courbe en tiré, c'est c'est-à-dire la courbe symétrique par rapport à la corde. C'est-à-dire quand les masses sont de ce côté-là sur cette forme, et bien les autres vont être sur cette forme. Et vont inverser les rôles. Voilà. Alors toutes les particules de la corde aussi à la même pulsation oméga 2 égale à V phi 2pi sur L égale à 2 fois racine carrée T0 mu pi sur L. Et vous reconnaissez cette forme-là, c'est oméga 1, c'est la pulsation fondamentale. Et bien la pulsation, la deuxième pulsation du mode 2 sera égale au double de la pulsation oméga 1. Voilà.
avec des amplitudes qui dépendent de la position x de la particule, voilà, A2 sinus de pi sur L x, avec un maximum qui est atteint pour les particules qui se situent en x égale à L sur 4, voilà. Seulement ces deux positions x égale à L sur 4 et x égale à 3 c'est L sur 4 qui peuvent atteindre le maximum à A2. Bien sûr, vous voyez que le y pour x égale à 0 et x égale à L est toujours nul. Voilà. Alors, dans ce cas, on a deux fuseaux. Voilà, c'est ces formes-là. Et un nœud, c'est-à-dire un point où le déplacement est tout le temps nul. Voilà, en x égale à L sur 2. Alors, il faut rappeler que le x égale à 0, c'est un nœud, x égale à L, c'est un nœud, mais on va compter juste le nœud, voilà, ce nœud-là au milieu. Voilà. C'est-à-dire, on va dire que pour le mode 2, on aura un nœud, un seul nœud. Voilà. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Les particules de la corde entrent aussi aux phases les unes par rapport aux autres, mais en opposition de phase avec les particules de la corde entre x, L sur 2 et L. Alors, il existe un seul nœud, déplacement nul, quel que soit le temps, en x égale à 0, plutôt L sur 2, et deux fuseaux forment de la corde en mouvement entre les deux nœuds. Voilà. Les deux déplacements nuls en x égale à L, 0 et x égale à L ne sont pas comptés comme nœuds. C'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire on va dire que le mode 2 a un nœud. Alors, le mouvement de la corde dans un mode de vibration fait que cette dernière est le siège d'une onde stationnaire. Voilà. On a vu déjà le concept des ondes stationnaires. Alors, c'était quoi? C'est qu'il y a un déplacement vertical sans qu'il y ait propagation. Voilà, et vous avez vu ça dans le cas dans la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Voilà, c'est pour ça, il n'y a pas de phénomène de propagation, il y a juste des mouvements transversaux de la corde. Pour ça, on dit que c'est une onde stationnaire. Voilà. Alors, pour le troisième mode de vibration, voilà, on continue dans notre étude. N égale à 3, le K3 égale à 3pi sur L. Bien sûr, la longueur d'onde lambda 3, elle est égale à 2pi sur K1, c'est 2L sur 3. Voilà, c'est 2L sur 3. Alors le mode 2, 3, c'est-à-dire une troisième solution de l'équation de mouvement s'écrit sous cette forme. Elle représente aussi un mode de vibration, c'est toutes les masses aussi à la même pulsation oméga 3, avec une amplitude qui varie en fonction de x. Bien sûr avec un K3. On remplace K3 ici, 3pi sur L, et on trace la forme A3 sinus 3pi L x, c'est-à-dire on fige le temps. Alors vous aurez cette forme là. Alors juste pour vous montrer le cas, voilà, je vais continuer dans l'étude, puis je vais vous montrer les modes de vibration. Alors dans ce cas là, on a la pulsation oméga 3, c'est 3pi sur L racine carrée de T0 mu. Et bien, vous voyez que oméga 3, elle est égale à 3 oméga 1. Voilà. 3 oméga 1. Voilà. Vous avez 3 oméga 1. C'est un nombre entier. Avec 3 fuseaux. Voilà. C'est les formes que prend la corde entre deux nœuds consécutifs. On a deux nœuds. X égale à L sur 3 et X égale à 2L sur 3. On a des maximums pour des positions x égale à L sur 3, x égale à L sur 2 et x égale à 5L sur 6. Vous voyez que cette partie-là de x égale à 0 à x égale à L et de 2L sur 3 à L, les masses sont en phase. Voilà. Dans ce sens, aussi dans ce sens, alors que les parties au milieu, entre L sur 3 et 2L sur 3, sont dans ce sens. Puis, elle va s'inverser. Bien sûr, la corde va passer par son équilibre. Cette partie-là va continuer son chemin dans ce sens, alors que ces parties-là va continuer son chemin dans ce sens, pour avoir, c'est-à-dire
tellement le mouvement est rapide que vous allez voir ce qu'on appelle les fuseaux. Voilà, c'est la forme de la partie spatiale du mode de vibration, du troisième mode de vibration, bien sûr avec une amplitude A3. On va aller, bien sûr, ce sont des A3, Φ3, A1, Φ1, A2, Φ2, ce sont des constantes à définir par les conditions initiales. Voilà. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Alors, je vais vous montrer les modes de vibration, le deuxième mode de vibration et le troisième mode de vibration. Je vais avoir... Alors... Voilà, c'est le deuxième mode de vibration. C'est le deuxième mode de vibration. Alors, juste pour corriger l'idée de cette vidéo, c'est qu'il y a une main qui pince la corde et qui donne ce mode de vibration. Eh bien, c'est pas très juste, parce que si on pince la corde de cette manière, on n'aura pas juste ce mode, mais c'est juste pour, c'est pédagogique, hein. C'est-à-dire vous devez voir juste la forme de la corde. On va y revenir sur cet aspect dans des vidéos, c'est-à-dire dans le prochain avenir. Voilà. Mais je vous demande de vous concentrer juste sur la forme de la corde. Voilà, c'est le deuxième. Voilà, c'est le deuxième. Alors, il y a un nœud ici. On a un fuseau ici, un premier fuseau, un deuxième fuseau. Et cette partie-là est aussi en opposition de phase avec cette partie-là. Voilà, alors pour le troisième, on aura... Pour le troisième... Voilà. Normalement, voilà. C'est le troisième mode. Voilà. Vous avez deux nœuds et trois fuseaux. Et cette partie sont en phase, alors que cette partie-là, elle est en opposition de phase des deux parties. Voilà. C'est juste pour... Voilà. Ils sont là. Voilà. Ce sont les trois modes de vibration de la corde. Alors, il existe deux nœuds, bien sûr, et trois fuseaux. Alors, on peut continuer à donner les solutions, mode de vibration à leur configuration spatiale de la même manière, jusqu'à n, jusqu'à l'infini, mais on s'arrêtera ici, c'est-à-dire on a vu trois modes de vibration. Vous connaissez maintenant comment avoir les modes de vibration. Et bien, maintenant, vous pouvez faire vous-même ce travail-là. Alors, de manière générale, c'est quoi le mouvement général d'une corde continue aux extrémités fixes? Eh bien, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a une main qui pince la corde. Eh bien, ça donne un mouvement général. Elle ne va pas donner un mouvement dans un mode de vibration. C'est très difficile d'avoir un mode de vibration juste en pinçant une corde. Eh bien, le mouvement général d'une corde continue aux extrémités fixes, c'est quoi? L'équation du mouvement de la corde étant une équation aux dérivées partielles linéaires. Voilà, c'est très important. Sa solution générale, mouvement général de la corde, est la superposition de toutes les solutions correspondant chacune à une valeur de Kn. C'est-à-dire que le mouvement général d'une corde libre, il faut faire attention, c'est libre, c'est la somme de toutes les solutions n, de n égale à 1 jusqu'à l'infini. Et bien en remplaçant yn de x de t par ces expressions, on aura y de x de t qui est égal à la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini, an sinus n pi lx cosinus oméga n t plus phi n avec oméga n qui est égal à n oméga 1. Bien sûr, oméga 1, c'est la valeur de fondamentale. Voilà, c'est fondamental, oméga 1, racine carrée de t0 mu pi sur l. Alors, juste un petit mot sur le oméga n. Rappelez-vous, dans le cas d'une corde plombée,
le oméga n n'était pas un multiple d'un nombre entier, mais c'était des valeurs réelles. Alors pour une corde continue, on a une oméga n qui est un multiple entier de la pulsation fondamentale. Alors bien sûr, an et φn sont des constantes à définir par des conditions initiales. Voilà. Alors, il est utile de noter que les fonctions d'espace correspondant au mode de vibration d'une corde fixe à ses deux extrémités, voilà, fn de x, voilà. On a écrit le yn comme la somme d'un produit de deux fonctions, l'une spatiale, l'autre dépendant du temps. Alors, on va scruter la fonction spatiale. Alors, on va prendre par exemple pour sinus n pi lx, on va la mettre égale à fonction f de n qui dépend de x avec un paramètre n, sont orthogonales les unes aux autres. Alors, c'est quoi orthogonal? Alors, c'est comme dans un espace vectoriel, deux vecteurs orthogonaux, c'est le produit scalaire qui est égal à 0. Alors pour les fonctions, c'est l'intégrale entre les deux fonctions. Voilà, c'est l'intégrale de 0 à L, l'extension des fonctions, qui doit être nulle. Alors pour cela, on va faire le calcul de cette intégrale de deux fonctions n, m. N et m. Alors rappelons ici que 2 sinus np sur lx sinus mp lx égale à cosinus n moins mp sur lx moins cosinus n plus mp sur lx. C'est une relation trigonométrique très connue. Et bien, l'intégrale, cette intégrale peut s'écrire sous cette forme. Voilà. C'est la somme de deux intégrales, n demi bien sûr, n demi. Alors, on va prendre le cas, cette intégrale, cette première intégrale. Alors, pour n égale à m, dans le cas où n égale à m, on aura n égale à m, c'est 0. Alors, le cosinus de 0, c'est 1. Et bien, on aura L. Alors, dans ce cas, si n égale à m, l'intégrale n'est pas nulle. Elle est égale à L. Mais si n est différent de m, il est facile de vérifier que, alors on a pris ici le cas où le n plus m est n.m, c'est n plus m, et on aura L sur n, alors ici on doit mettre n plus m, et bien vous pouvez remarquer que l'intégrale est nulle pour si n est différent de m. C'est-à-dire que ces fonctions, voilà, fn de x, sont orthogonales les unes par rapport aux autres. Voilà. C'est un résultat très important. Voilà. Peut-être que vous n'allez pas saisir l'ampleur de ce résultat maintenant, mais on verra ça dans des prochaines vidéos. Mais quand même, on va voir ce résultat-là. Alors, c'est comme si on a décomposé le mouvement général de la corde fixée à ses deux extrémités. Bien sûr, cette fonction, comme si on l'a décomposée sur une base de fonctions d'espace orthogonal. Alors, faites l'analogie avec un vecteur qui est décomposé sur une base de vecteurs. Alors là, ce n'est pas des vecteurs, mais c'est des fonctions qui s'étendent de 0 à L. Voilà. Bien sûr, fn de x égale à sinus np sur lx. On peut l'écrire sous cette forme. C'est comme si on va écrire cette équation-là, cette forme. Y de x de t, on l'a décomposé sur une base de fonctions fn de x orthogonales les unes aux autres, avec les composants, puisque dans un vecteur, on a les vecteurs de base et les composantes du vecteur sur cette base. Eh bien, les vecteurs de base sont les fn de x. Les composantes de y de x de t sont les an, petit an t, avec an bien sûr, an de t, égale à an cosinus oméga n t plus phi n, et qui dépend du temps. Voilà, c'est comme
si on a décomposé le déplacement ou bien le mouvement général d'une corde sur une base de fonction spatiale orthogonale. Voilà, c'est un résultat très important qu'on va utiliser après. Voilà. Alors, on va passer à quelque chose c'est-à-dire, après avoir les modes de vibration et avoir écrit le mouvement général, on va retourner vers la corde plombée pour vérifier quelques résultats à partir de l'étude sur la corde vibrante continue. Alors, le résultat qu'on va avoir, c'est qu'on peut retrouver les amplitudes des masses sur une corde plombée pour un mode donné à partir des résultats obtenus pour une corde continue. Voilà. Comment faire? Eh bien, on va faire le cas d'une corde plombée à 5 masses, c'est-à-dire l'exemple qu'on a fait pour la corde plombée plutôt dans la vidéo précédente. Alors, dans le mode, j'ai choisi le mode 2. Voilà, j'ai choisi au hasard le mode 2. J'aurais pu choisir un autre mode, mais c'est pour juste vérifier un résultat. Eh bien, je vous rappelle, la fois passée, on a trouvé les amplitudes des masses. Voilà, la fois passée, on avait, par exemple, si on avait 5 masses, une corde plombée, 5 masses. Je vous donne ici aussi la forme de la corde plombée dans le mode 2. Voilà. Essayez de revenir vers la vidéo précédente pour vérifier cela. Voilà. C'est la forme de la corde plombée à 5 masses dans le mode 2. Voilà. Alors, on avait trouvé les amplitudes des masses, la masse 1 dans le mode 2 égale à 0,866 bien sûr D2, avec D2 c'est une constante à définir par les conditions initiales. La deuxième masse dans le mode 2 avait un maximum de 0,86 D2. La troisième masse dans le mode 2 était immobile. Et bien, le quatrième et la cinquième avaient la même valeur mais négative. Voilà, 0,86, c'est pour ça qu'on avait cette forme-là. 0,86, 0,86, 0, moins 0,86, moins 0,86. Eh bien, en utilisant les résultats qu'on a obtenus pour la corde continue, on peut avoir ces valeurs. Alors, comment faire? Pour ce faire, on place les 5 masses sur une corde à égale distance A et remplacer leur position respective dans l'expression de l'amplitude de la corde dans le mode 2, à savoir. Voilà, on a cette fonction spatiale de la corde continue dans le mode 2. Il y a le 2 ici, parce que le K1 c'était P sur L, voilà. Et on va voir qu'est-ce que cela donne. Eh bien, on va prendre les masses, les 5 masses sur une corde de longueur L. Eh bien, la première, elle est située en L sur 6, la deuxième en 2L sur 6, la troisième en 3L sur 6 et L sur 2, la quatrième en 4L sur 6 et 2L sur 3, la cinquième en 5L sur 6. Et on va remplacer ces positions dans cette forme spatiale de l'amplitude de la corde dans le mode 2. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, x égale à 1, L sur 6, en la remplaçant ici, on aura 0,86. La deuxième, 0,86. La troisième, on aura 0. Voilà, 2pi sur L, 3L sur 2, L saute. 3 fois 2, 6. Alors, sinus pi, c'est égal à 0. Pour le x égale à 4, on aura cette valeur. Pour le cinquième, on aura cette valeur. Eh bien, vous avez la même chose qu'on a trouvé la fois passée avec le traitement d'une corde plombée. Voilà. C'est-à-dire pour vous dire que ces valeurs de la corde plombée de 5 masses n'étaient autres que des points sur une courbe sinusoïdale. Voilà, c'est ça le résultat le plus important qui vous permet d'étendre cette étude à un nombre infini de masses. C'est-à-dire vous allez prendre une corde de 100 masses, voilà. Et bien, vous allez trouver
les positions de ces masses. Vous allez remplacer ici en x, et bien vous trouvez les amplitudes les amplitudes de ces masses dans un mode donné. Voilà, le n ici, vous pouvez choisir n égale à 3, 5, 1000, voilà, je sais pas. Voilà, et bien vous trouvez à partir de cette formule les amplitudes des masses d'une corde plombée, voilà, à partir dans un mode donné. Voilà, c'est un résultat très important et vous voyez bien qu'on a retrouvé les mêmes résultats. Alors, mais il nous reste de trouver quelle est la pulsation propre correspondant à ce mode de vibration 2. Alors, rappelons que les pulsations propres d'une corde plombée sont données. Alors, la fois passée, on a trouvé ce résultat-là. C'était oméga n, la pulsation d'un mode de vibration, égale racine carrée de T0 sur MA, lambda n. Alors, lambda n ici, c'est pas la longueur d'onde, j'ai mal choisi. Voilà. Lambda n, c'est la valeur propre de la masse de la matrice A. Bien sûr, T0, c'est la tension, M, c'est la masse d'un plan, A, c'est la distance entre deux plans voisins. Lambda n, c'est la valeur propre de la matrice. Il faut faire A correspondant au système mécanique. Et rappelez-vous qu'on a eu affaire à des matrices sous cette forme, des matrices triangulaires. Voilà. Dans le cas d'une corde de 5 masses, la matrice A a la forme, voilà, vous avez 5 lignes, 5 colonnes. Voilà. Alors, pour trouver l'équation aux valeurs propres correspondantes s'écrit comme AYN égale à lambda n. Voilà, avec YN, c'est le vecteur propre de A, de la matrice A, qui correspond à la valeur propre lambda n. Mais un résultat important qu'on a déjà trouvé la fois passée, c'est que ce vecteur propre est aussi un vecteur dont les composantes sont les amplitudes relatives, bien sûr, on a divisé par D, des masses de la corde plombée dans le mode 1. Voilà, c'est un résultat très important qui va nous permettre de trouver la valeur propre. Alors, pour trouver la valeur propre lambda 2, on utilise les amplitudes des 5 masses dans le mode 2. Voilà, c'est comme si ces valeurs sont les composantes du vecteur propre, voilà, 2 qui correspond à la valeur propre lambda 2. Voilà. C'est pour ça qu'on va les mettre dans un vecteur. AY2 égale à lambda Y2. Voilà. Ce qui donne, alors on va par exemple pour la première ligne, vous avez 2, 0,86 moins 0,86 égale à lambda 2, 0,86. Alors c'est un calcul simple, 2 moins 1 c'est 2, 0,86 ça saute des deux côtés, et on aura lambda 2 égale à 1. Et vous pouvez vérifier ça. Voilà. Finalement, la pulsation propre oméga 2 s'obtient. Oméga 2, je remplace lambda, voilà, vous avez lambda 2, oméga 2 égale à la racine carrée de T0 MA lambda 2. Voilà, vous pouvez avoir la racine carrée de T0 MA. Et j'ai déjà fait, voilà, je vous donne le mode de vibration de 5 masses, c'est-à-dire le mode 2. Voilà, vous avez oméga 2 égale à racine carrée de 4T0MA. Alors 4 sort de racine carrée, ça donne 2. 2 fois 0,5, c'est bien 1. Et bien, c'est ce qu'on a retrouvé ici. Voilà, oméga 2 égale à racine carrée de T0MA. Voilà. Merci.